On y va pour déconstruire Laurent Alexandre sur l'IA. GPT est devenu supérieur aux médecins. euh, et ça s'est aggravé depuis. Tu vois, sur Twitter, il y avait un type qui est un mec un petit peu connu dans la tech, qui est polytechnicien et qui en plus Bruno Le Maire? a fait un PhD. Non. Et le type dit, Claude fait mieux que moi. J'ai beau être X plus PhD, Polytechnique plus doctorat en sciences, je fais moins bien que Claude aujourd'hui. Et donc cette angoisse, elle est importante. Alors il y a une angoisse équivalente chez les jeunes, et c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui essaient d'assassiner Sam Altman, mais elle touche finalement toutes les générations. Et si on n'y prend pas garde, finalement on risque tous de devenir des gilets jaunes, c'est-à-dire des gens paumés, qui n'arrivent pas à suivre l'histoire, qui n'arrivent pas à suivre la technologie et qui deviennent malheureux, aigris, déboussolés, avec un risque de violence politique qu'on commence à voir aux États-Unis. Donc oui, une contre-révolution contre l'intelligence artificielle est aujourd'hui possible parce que c'est allé trop vite et la société n'a pas préparé la population à ce choc qui est un choc violent. En plus, la politique a longtemps dit l'IA c'est un outil. Bon, vas-y, tu parles trop, tu me fais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Laurent Alexandre? Est-ce qu'un polytechnicien plus PhD, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bac plus 8 et qui fait partie de l'élite, enfin de la meilleure école scientifique, qui a eu accès à la meilleure école scientifique en France, donc Claude fait mieux que ces gens-là. Bon, ça c'est un argument qu'il faut démonter tout de suite. Je prends un exemple. Claude va être ultra performant sur certains trucs, mais par exemple, pour faire de la cardinalité sur deux listes, avec une liste avec une colonne code postal, une liste avec une colonne code INSEE, où tu peux avoir plusieurs codes INSEE pour un code postal et pareil, plusieurs codes postal pour un code INSEE. Claude, il est complètement paumé pour faire le tri alors que c'est un truc pas très compliqué à coder, quoi. Donc il y a des trucs sur lesquels l'IA est vraiment pas du tout performante, qui sont pourtant assez basiques. Je crois au début de ChatGPT, c'était sur les additions, ça merdait complètement. Bon voilà, faut pas non plus euh, voilà, penser que c'est magique. Ensuite, ça serait intéressant de savoir pourquoi Sam Altman est détesté. Est-ce que d'autres patrons de la tech sont autant détestés? Et est-ce que c'est vraiment une fronde anti-IA ou est-ce que c'est des gens qui profitent comment dire, de la mauvaise presse de l'IA actuellement pour attaquer Sam Altman alors que c'est un des rares parmi les patrons de la tech à proposer un manifeste avec une réduction du temps de travail. J'ai aussi entendu d'autres sons de cloche en disant que Sam Altman c'était quelqu'un de dangereux parce qu'il avait une vision, je sais, alors c'était quoi qu'il disait? Alors, il y en a qui disent qu'il sait pas coder, il y en a qui... Enfin bon, il est très critiqué, je sais plus pourquoi, il disait que c'était quelqu'un de dangereux parce qu'il était, je crois, détestable avec ses collaborateurs. Mais bon, ça serait intéressant de savoir pourquoi, voilà, il y a notamment des attaques contre Sam Altman. Ensuite, est-ce que les gilets jaunes sont vraiment si paumés et si aigris et si violents? Alors déjà, ils n'étaient pas violents, ils se sont jamais attaqués à des personnes. Ensuite, est-ce qu'ils étaient paumés? Ils ont quand même eu j'aime pas trop dire bon sens, mais ils ont eu le flair politique de voir en fait qu'on voulait faire payer aux classes populaires la transition énergétique. Et il est possible qu'il y ait des gens qui aient du flair politique pour se rendre compte que ça fait 40 ans que les salaires n'augmentent plus et qu'en fait l'IA, au final, avec le traitement du langage par les algorithmes, c'est pas forcément un changement de nature de ce que font les ordinateurs. Peut-être que c'est qu'un changement de degré, mais ça serait intéressant d'avoir les proportions dans lesquelles les gains de productivité vont continuer d'augmenter, parce que c'est ça quand même qui permet l'accumulation de profits quand les salaires n'augmentent pas, hein. Enfin, la productivité va dans les caisses du capital. Et donc ça serait intéressant de savoir ouais, dans quelle proportion en fait cette nouvelle techno vient rebattre les cartes. Et je pense pas qu'il soit beaucoup plus paumé que tous les experts de plateau parce que je mets au défi les experts de plateau de nous donner des chiffres fiables sur ces questions. Donc voilà. Pleine comme nous,
mais elles ont un début de ce qu'on appelle en anglais le self-awareness. L'intelligence artificielle commence à avoir une petite perception de son existence. Bon, ça, de mon point de vue, c'est du gros bullshit. Rappelez-vous, les gens qui parlaient d'IA en disant que des véhicules étaient totalement autonomes. En réalité, ils employaient des gens aux Philippines ou je sais pas où pour conduire les voitures. Il y a aussi beaucoup d'esbrouf hein, derrière quand même l'hyper-technicité de ces technos. Enfin, hyper-technique. Et encore là, c'est pareil. Sur la conduite automatique, bon, il y a des trucs un peu compliqués, mais enfin, il suffit de voir. Enfin bon, je ne m'étends pas là-dessus, mais. Et en fait, oui, donc sur la conscience de ces algos, à mon avis, c'est du total bullshit pour vendre des nouvelles pseudo-religions à des gens qui ont un peu une pensée magique, qui sont religieux et qui trouvent ça tout à fait étonnant. Mais bon, c'est pas nouveau, hein, Mechanical Turk. Enfin, Mechanical Turk, c'est un truc d'Amazon, une plateforme d'Amazon, mais c'était aussi historiquement les marionnettes mécaniques avec c'est pas la magie, mais un peu l'illusion derrière les automates et tout ça. Dans la Silicon Valley qui peuvent injecter ce qu'ils veulent. On le voit bien, ChatGPT, Alors, injecter, pour ceux qui ne savent pas, il faut que tu leur expliques. ils injectent les données pour faire, par exemple, pour éviter que ChatGPT vous sorte des horreurs, qu'il soit nazi ou autre, on va lui mettre des données pour qu'il soit plutôt woke, bienveillant. C'est quoi ta source? Alors, je ne l'ai pas là comme ça, mais c'est public et tout le monde sait que ChatGPT est plutôt woke. Tu mets le doute. Tu croises pas les bras, tu croises pas les bras. Alors, Sauve-le. je peux répondre. Un truc, enfin, il peut répondre à un truc. Vas-y, laisse-le. Là, il y a une source. Raphaël Dabadi, qui est un jeune spécialiste de l'intelligence artificielle, a fait une étude et a évalué le positionnement politique des intelligences artificielles. Et donc, les intelligences artificielles sont globalement plutôt woke et plutôt libertariennes, plutôt de gauche, même si les milliardaires de l'intelligence artificielle, pour la plupart, sont devenus trumpistes par intérêt. Donc, les IA sont plutôt de gauche, sauf Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, qui, elle, est très à droite. Et puis, il y a une IA européenne qui est particulière. Par des multi. Alors, moi, qu'est-ce que je peux dire de ce point de vue? Je pense, en fait, il y a deux trucs. Le premier, c'est qu'il y a peut-être, comment dire, déjà dans les textes, woke, hein, être woke, c'est s'indigner des injustices dans le monde, quel que soit le registre de l'injustice, c'est participer d'une indignation collective quand on est témoin ou qu'on voit de l'injustice. Moi, de mon point de vue, la plupart des gens, des écrivains dans les humanités ou même des gens qui contribuent à du texte sur Internet ou à l'écrit dans des publications, il me semble qu'il y a plus de gens qui sont, oui, sensibles aux injustices, en fait, qui soient, euh, pour moi, le tout truc woke, c'est une connerie, c'est un faux débat récent. Mais en fait, qu'ils aient été de droite ou de gauche, il y a quand même une sensibilité aux injustices, donc finalement une forme de wokisme. Et ensuite, sur la question de les IA sont plutôt libérales, plutôt à gauche, etc. À part Grok, bah là, ça pose deux questions. Déjà, la première, c'est le choix éditorial dans les données qu'on fournit à l'IA. Parce qu'en fait, Elon Musk, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une IA et il a eu une forme de choix éditorial dans les données d'entrée qui permettent d'entraîner le modèle. Si tu fais des choix effectivement sur que des textes d'extrême droite en entrée, bah, l'IA va te fournir des réponses d'extrême droite. Mais ça pose quand même voilà, la question derrière ces modèles. On pourrait aussi imaginer des IA tout à fait décentralisées avec des modèles non entraînés. On te file juste l'algo et on te dit ben voilà, sur quel set de données tu veux entraîner ton truc. C'est un peu le principe des RAG par exemple, des Retrieve Augmented je sais plus quoi, qui sont des formes d'IA en fait qui tournent en local sur ta machine, sur par exemple des données comptables ou des données de notaire ou tes données à toi, tes notes ou des trucs comme ça. Et qui à mon avis sont pas chers, enfin ou sont avec des sortes de modèles pour aller récupérer toujours plus de données. À mon avis, sans doute, c'est des sortes de. Parce que souvent, quand même, les RAC d'ailleurs, font appel à du LLM grand public type ChatGPT ou autre avec une interface de façade qui est un truc local. Mais à mon avis, c'est aussi
des trucs pour aller récupérer toujours plus de données, les filer au LLM, c'est les données qui sont sur les ordi ou dans les entreprises auxquelles ils n'ont pas eu accès. Euh, Cela dit, qu'est-ce que je voulais dire? C'était quoi? Oui, oui, voilà. Donc le choix éditorial, en gros, enfin c'est pas éditorial, mais des données qu'on donne au modèle. Et l'autre point, oui, voilà, c'est il peut y avoir une forme de, pour l'instant, c'est pas merdifié ces services d'IA. Et ça peut attirer des gens qui sont un peu libéraux, qui sont un peu de gauche, qui trouvent que finalement à l'usage, à l'utilisation, c'est super, ça sort des trucs impeccables, voilà, c'est équilibré, c'est vachement pratique. Et en fait, avec cet objectif de Peter Thiel, je crois, d'augmentation du rythme de rapidité, comme objectif principal, une fois que tout va plus vite, tu ne peux plus te passer de l'IA. Et une fois que tu peux plus te passer de l'IA et qu'on la merdifie, ben là, c'est la merde noire pour tout le monde. C'est-à-dire que le truc est merdifié. Par exemple, il te sort que des atrocités ou la ligne éditoriale change et petit à petit, hein, parce que ça va pas être trop brutal pour pas que ça se voit trop, mais sur 10 ans, 20 ans, tac, ça penche, ça penche, ça penche, ça penche à droite, 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 extrême droite, et personne ne s'en rend compte. Et puis après, on est habitué, on peut plus s'en passer parce que tout va tellement vite qu'on est obligé de l'utiliser. Bon, voilà. Ce qui est totalement compréhensible. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est zéro humiliation, zéro critique. Elle est L'IA n'est jamais chiante. Elle vous répond toujours gentiment, elle va toujours dans votre sens, elle vous challenge pas, elle vous fait pas chier, elle vous humilie pas. Et donc, je comprends que les jeunes puissent développer des sentiments envers l'intelligence artificielle, mais ça va poser de graves problèmes, car on va désapprendre petit à petit à aimer le compagnon ou la compagne, et ça va être terrifiant. Parce qu'en fait, on ne va plus supporter la friction, on ne va plus supporter les humeurs de l'autre. Alors que Et c'est puis ça, avec vraiment, l'arrivée c'est des les nouveaux compromis. robots, Laisse pas faire. Alors là, pareil, à mon avis, c'est un prolongement déjà d'une tendance actuelle, c'est-à-dire que les gens sont beaucoup moins prompts à aller se confronter à l'humain pour à peu près tout type de situation. Et en fait, on utilise les écrans, les plateformes et tout ça comme des formes de filtrage d'accès à toute forme de service. C'est déjà le cas, et c'est même le cas par exemple, dans l'économie sociale et solidaire, où bah, les gens, quand même, s'ils pensent pas tout à fait toujours pareil, ils sont mal payés, ils en ont marre, ils peuvent pas se blairer, et donc on met en place des services numériques, c'est-à-dire des médiations avec écran interposé, quand les gens peuvent pas se blairer, pour essayer de mieux travailler ensemble. Mais c'est le cas, bon, je parle de l'ESS, mais c'est aussi le cas dans d'autres domaines. Quand il y a des problèmes relationnels, voilà, on a tendance à mettre de la distance et de l'écran entre les deux pour fluidifier en quelque sorte. Donc après l'IA, effectivement, l'IA ne te rembarre jamais. Mais je pense que là, pour le coup, à mon avis, ça pose plus question à la fois dans l'enseignement et la façon dont on partage de la connaissance. Moi, je vois trois trucs. Le premier, c'est il y a le côté le piston, c'est-à-dire enfin ou du promotion canapé. Je t'aide, je partage des trucs ou je te file des bons plans, des contacts, des trucs. Que si voilà tu couches ou voilà des trucs, des faveurs sexuelles. Bon, ça c'est un peu naze. L'IA ne fait pas ça. Le deuxième truc, c'est quoi? C'est je te partage bah, des connaissances, du contenu, nanana, que si tu prêches ma chapelle, si tu fais le bon soldat pour moi. Bah, ça, pareil, l'IA ne fait pas ça. Après, l'autre point, c'était quoi? Ouais, dans l'éducation, il y a une forme, en fait, on te permet de t'exprimer ou d'accéder à des connaissances ou on te légitime sur un certain nombre de sujets en te donnant accès voilà, à des connaissances pointues qu'on réserve vraiment aux spécialistes. Si tu passes du temps, tu deviens expert, tu passes des diplômes, donc tu travailles sur la question, et donc il y a une forme voilà, de validation par le temps passé et le travail effectué sur des sujets. Euh, L'IA, c'est l'inverse, c'est l'accès immédiat à tout, enfin pas à tout, parce qu'il y a des trucs quand même qui sont encore réservés, mais il y a énormément de connaissances. Et en fait, ça disrupte complètement cette logique de l'effort et du temps passé pour pouvoir accéder à des formes de connaissances et puis les valorisations, légitimations qui vont avec.
Et du coup, ben ça, enfin, c'est un truc de fond quand même, à mon avis, sur lequel se questionner dans l'éducation. L'autre jour, j'ai regardé les politiques publiques d'éducation en Chine sur l'IA. Ça casse pas des briques en réalité. Ils ont plutôt tendance, il me semble, à éduquer les gens pour qu'ils comprennent les algorithmes. Par exemple, qu'est-ce que c'est du machine learning? C'est voilà, de savoir ce que c'est un échantillon, savoir ce que c'est d'étiqueter de la donnée, savoir quelle forme de stats on utilise pour trier les nouvelles données qu'on va fournir à un algorithme à partir de l'échantillon sur lequel on l'a entraîné, ce genre de choses, avec une graduation progressive. Donc ça, c'est plutôt machine learning, mais un apprentissage de ce que sont ces choses-là dans le primaire et le secondaire, et puis une utilisation, une incitation à l'utiliser dans le supérieur. Avec aussi pareil, une éducation, une sensibilisation à ce que sont les modèles de langue. Euh, voilà. Mais après, c'est vrai que bon, sur l'éducation, je crois que c'est un des thèmes, comment dire, qui sont un peu faibles dans l'encyclopédie. Bon, moi, j'ai pas d'avis particulier. Je sais pas. Tous tes data centers flambent. Les médecins, ils sont où là? Alors, moi, je ne crois pas à la mort du médecin. Moi, je crois à la mort de l'IA. J'entends bien, je ne crois pas à la mort du médecin, il va rester des médecins, en plus petit nombre qu'aujourd'hui, mieux formés, mieux sélectionnés, avec des études courtes, pas plus de 5 ans, et ils ne feront plus les diagnostics et les ordonnances, ils orchestreront des intelligences artificielles. Je suis persuadé qu'en 2035, dans mon métier, il sera interdit de faire un diagnostic et de faire une ordonnance sans l'autorisation de l'intelligence artificielle. L'État ne l'acceptera pas. L'autorisation ou le conseil? L'autorisation. Alors, pour avoir à la fois une camisole numérique et une camisole chimique, je peux vous dire que je trouve ça absolument terrifiant ce que dit ce type, qui est pourtant médecin. C'est-à-dire, pour lui, il a déjà capitulé, en gros, pas devant la technologie, mais devant le modèle, euh, comment dire, vertical et, et bourrin, quoi, d'obéissance aux algorithmes. Et ça, je trouve ça, c'est-à-dire de ne pas avoir la main. C'est-à-dire d'être complètement aliéné par la machine, de ne plus être souverain sur son propre discernement, sa propre capacité de penser. Et en fait, de mon point de vue, bon, ça en gros, une des professions qui est les plus diplômées pour laquelle il y a le besoin les plus longues études en France. Il dit raccourcissons les filières et déléguons tout aux machines. Bon, voilà, ça c'est la position de Laurent Alexandre. Donc je pense pas que ça fera consensus au sein de la profession, mais moi je trouve ça absolument terrifiant. Voilà. Hack et leur donne les codes pour créer une bombe Du artisanale, sarin. ouais, voilà, par exemple, ou créer un vaccin. Ça, c'est un risque, je pense, à Créer un quoi? Attends, créer un un vaccin? virus. Ah non, faire un Non, CRISP. un virus. Ouais, un virus. Faire un Ça, CRISP, c'est ça? Comment? Alors là, il y a les risques. Donc là, c'est pareil, l'extrême droite nous dit attention, attention, diffuser la connaissance, c'est hyper dangereux. Est-ce que vous croyez franchement qu'un type armé d'une IA, enfin d'un LLM sur un ordi, va fabriquer des gaz sarins et des virus issus de laboratoire P4 juste comme ça en claquant des doigts? Ben non. En réalité, ChatGPT, il y a un type qui a posé une mauvaise question à Strasbourg, il a vu le GIGN débarquer chez lui. Donc la dangerosité, elle est complètement inexistante. Ce sont des outils de surveillance. Dès que tu t'approches d'une information trop sensible ou d'une technologie trop sensible, mais pareil, même sans l'IA, c'est déjà le cas. Les territoires numériques sont des territoires très surveillés par la police et par l'armée. Il faut arrêter de délirer en pensant que des nouvelles technos qui permettent d'accéder à de la connaissance sont potentiellement dangereuses et fabriquant enfin, potentialisantes de terrorisme. C'est une vue de l'esprit complètement éloignée de la réalité. c'est le plus grand patron d'IA d'Europe, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, c'est sûr que le décalage entre la classe politique et puis la jeune génération des techos, qui est quand même de bon niveau,
au-delà d'Arthur Mensch ou à Raphaël Dohan, Michel Levy-Provençal dont on parlait, Stéphane Mallard, qui a été le premier à voir la disruption que va entraîner l'intelligence artificielle, et on pourrait multiplier les exemples, Émeric Rouget, etc. Quand on voit le décalage entre cette jeune génération de mecs qui font de la tech, qui sont dans l'IA, et puis la nullité des politiques sur tous les sujets technologiques, ça fait quand même peur. Alors quand tu dis Donc là, ben, c'est un faux argument. Ce n'est pas la technicité en écriture d'algorithme sur l'IA qui permet de créer, d'architecturer, de penser, de mettre en place des politiques publiques pertinentes sur ces questions. Il suffit de voir au Japon, donc c'est un pays où il y a des choses très techniques sur le hardware comme sur le software, dans la tech, et pourtant quelqu'un comme Yoshitaka Sakurada, qui est euh, ministre chargé de la cybersécurité sous Shinzo Abe, n'avait jamais touché un ordinateur de sa vie. Et ben c'est quelque chose qui peut-être le met à l'abri de certains lobbies sur la possession de données compromettantes le concernant ou des choses comme ça. Il suffit de voir Sana Marin, par exemple, en Norvège, qui se fait emmerder pour une vidéo quand elle était étudiante, ce genre de choses. Voilà. Donc je pense que c'est des choses auxquelles l'extrême droite complètement complotiste et paranoïaque devrait être en capacité de penser aussi, au lieu de systématiquement dire que ce sont des nulos, quoi. Voilà. si on s'en tamponne, il y a un truc qui est clair. On s'entend peu. Il y a un truc qui est clair, c'est que on va autoriser les robots humanoïdes, les drones, à tuer sans humains derrière. D'ailleurs, il y a chez les fabricants d'armes des prototypes aujourd'hui où il n'y a plus d'intervention humaine et qui ont la capacité de tuer directement. Ça ne me choque pas. Je ne suis pas un grand fan des thèses développées par Karp de Palantir, mais il a raison. On a besoin de l'IA pour défendre la civilisation occidentale. Il va bien falloir que les géants de l'intelligence artificielle participent à défendre la civilisation occidentale parce que les fabricants d'IA chinoises, eux, vont être assujettis à la volonté du Parti communiste chinois et à l'idéologie du Parti communiste chinois. Donc on ne peut pas avoir un complexe militaro-industriel sans IA chez nous, alors qu'en Chine, il bénéficiera de l'IA, sinon nos petits-enfants auront mandarin comme première langue et français en option langue régionale. Ça leur ferait un peu de bien quand même. Au même niveau que le corse. Donc il ne faut pas se tromper. On n'empêchera pas la militarisation de l'IA. Et là-dessus, Karp et Palantir ont raison. D'ailleurs, Palantir a tellement raison que le gouvernement français a renouvelé le contrat de la DGSI, des services secrets intérieurs, à Palantir. Donc on gueule sur la vision de Palantir, on gueule sur Karp, on gueule sur les milliardaires de l'intelligence artificielle. Et que fait la France, que fait le gouvernement français? On continue, on vient de renouveler le contrat des services secrets français. Ça, c'est parce avec Palantir. On aime bien se faire caresser la... Bon, Karp, moi je connaissais pas. Moi je croyais que c'était la carpe et le lapin, mais Karp, sa thèse de doctorat en philosophie sur la nature de l'agressivité dans le monde quotidien. Et en 2026, ils ont publié le manifeste The Technological Republic en 22 points, avec une vision de suprématie technologique et puissance dure, défense de la culture occidentale et rôle central du secteur privé. Donc suprématie technologique et puissance dure, donc là ce que nous dit Laurent Alexandre, l'Occident doit abandonner le soft power. Et la naïveté institutionnelle, la puissance militaire et l'innovation technologique sont les seuls remparts pour préserver la civilisation. Donc voilà, il se place vraiment sur la civilisation, l'armée, le rôle du privé. Donc c'est du néolibéralisme pur jus. Et ça ne m'étonne pas que Laurent Alexandre soit à fond pour. Et ça ne m'étonne pas que Macron renouvelle des contrats pour la DGSI avec ce type de personnes, puisque c'est déjà un fasciste, Macron. Principal intellectuel européen des années 2010 sur l'intelligence artificielle. Et Bostrom avait une phrase glaçante. Il disait... avec le pouvoir énorme des nouvelles technologies,
les biotechnologies et l'intelligence artificielle, il y a le risque que les gens fassent une bombe dans leur garage, développent un virus mortel dans leur cuisine. Bon, là, il nous dit qu'on peut faire une bombe atomique et des virus dans son garage. En fait, il inverse complètement le risque de concentration du pouvoir. Enfin, c'est-à-dire, on fait peser sur l'individu le risque de dérive, alors que le risque de dérive est sur les maîtres de ces technologies qui sont pas très nombreux et qui concentrent un pouvoir absolument considérable et qui ils font peser des risques sur la démocratie. C'est pas le pauvre type dans son garage, comme je l'ai déjà dit précédemment. Sur une Si centrale l'intelligence nucléaire, artificielle, si l'intelligence artificielle est en open source et libre d'accès, ou s'il y a des logiciels qui permettent de casser les protections, comment fait-on pour éviter la dictature en 2050? Le débat est ouvert. Alors là, LOL, des modèles d'intelligence artificielle en open source, il y en a déjà, et un paquet, il suffit d'aller sur Hugging Face, il y en a un, il y en a déjà, mais plein, plein. Et des trucs qui permettent de casser les protections, il y en a plein aussi, c'est pas nouveau. En fait, ça change rien. Et en fait, il suffit de voir, mais je sais pas, même juste récupérer des informations d'un concurrent ou d'un truc comme ça, c'est déjà quand même hyper compliqué. Je veux dire, c'est pas simple. Enfin, c'est des gens qui sont complètement paranoïaques sur les risques réels induits par l'IA. Et en fait, il suffit de voir déjà sur la plupart des modèles d'IA quand tu poses des questions. Et je parle même pas de, comment dire, des questions on va dire pour être offensif en cybersécurité, voilà, il y a plusieurs types de cybersécurité, donc de, de trucs offensifs. Globalement, l'IA va quand même pas te filer les réponses, mais même sur des technos parfois un peu touchy ou des trucs, en fait, dès qu'il y a un peu d'argent en jeu, l'IA bloque complètement. Si tu lui demandes comment devenir riche, l'IA ne va jamais te filer un bon plan. Si tu lui demandes sur des algorithmes un peu, enfin des trucs très pointus, enfin, mais et encore même pas très pointus, mais qui sont de tendance et avec lesquels tu peux te faire un max de thunes, l'IA te filera pas le truc. Moi j'ai testé sur un certain nombre de trucs avec ChatGPT dans les différentes versions. Voilà, etc. Et c'est pareil sur les trucs dangereux, donc enfin, faut arrêter de. C'est la connerie, tout ça. Il était inenvisageable que 38% des Américains soient favorables à de l'eugénisme intellectuel aujourd'hui. Mais ChatGPT est arrivé, donc les parents prennent peur, ils veulent un bébé compétitif et ils sont en train de devenir eugénistes. On voit bien comment la société peut changer très vite. Et Alors là, c'est pas inintéressant dans le sens où moi, ce que j'ai vu au sein de la fonction publique, c'était parfois une forme de double management, c'est-à-dire un management policier qui vient court-circuiter le management humain, qui n'était pas forcément d'ailleurs très sympa avec moi, puisque j'étais chez les Gilets jaunes, mais une forme de court-circuitage. Et on pourrait se poser la question de la même façon s'il ne va pas y avoir une forme de court-circuitage de Parcoursup avec des trucs type voilà, les LLM des principaux fournisseurs qui ont toutes les données sur leurs utilisateurs qui les suivent depuis très longtemps, avec pareil, le même principe, des boîtes noires, mais peut-être pas les mêmes critères, peut-être qu'ils vont pas pousser ou inciter au même truc dans la façon dont ils répondent et dont ils vont trier les gens. Et effectivement, vu la façon dont pensent les grands pontes de l'IA, il pourrait y avoir une forme d'eugénisme intellectuel et une forme de sélection tout à fait parallèle et court-circuitante vis-à-vis de trucs comme Parcoursup. Je me dis qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est très facile de contrôler les populations. Toutes nos données, nos téléphones, nos échanges, tout est numérisé. On peut tracer les gens. Et donc, la tentation, effectivement, pour passer d'une démocratie à un État autoritaire pour des raisons de sécurité et autres, est très grande. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas souverains sur cette technologie-là. Nous avons aujourd'hui les data centers, les trois quarts sont aux États-Unis et autres. Alors, il ne s'agit pas de contrôle, mais le contrôle, c'est l'identité. La coercition, c'est plutôt des moyens pour obliger des gens à se comporter ou à effectuer des actions avec le numérique. Et la tentation autoritaire, ben, enfin, lui, il l'a peut-être, mais il y a déjà beaucoup de dispositifs autoritaires en France sur ces questions. Mais que ce soit sur l'IA comme sur le numérique plus largement, en fait, il y a une forme de,
ouais, de coercition parallèle aux instruments classiques. Et en fait, euh, alors, les instruments classiques laissent des traces et on peut contester, il y a des formes de contre-pouvoir, alors que l'informatique, c'est plus compliqué. Et ça, c'est un peu emmerdant. Ça serait bien de faire des progrès sur les contre-pouvoirs, sur les instruments digitaux qui laissent aucune trace. C'est son envol, ce que Teilhard de Chardin, avec deux autres savants, avait imaginé en 1921-1922, la réunion de toutes les machines, des machines pensantes, et puis des cerveaux humains dans une entité unique. C'était un projet assez mystique, il pensait que c'était un véhicule pour se rapprocher du Christ. Mais cette vision... Il y a un débat entre les transhumanistes et les post-humanistes. Les post-humanistes disent, au fond, avoir une carcasse biologique, c'est un peu encombrant, il faut s'opérer, il faut faire des thérapies, ça coûte cher, on ne peut pas circuler aussi rapidement que la vitesse de la lumière pour la colonisation de Mars, etc. C'est un peu emmerdant d'avoir une carcasse. Du coup, ils voudraient qu'on soit transféré justement pour aller dans un cloud, qu'on devienne information, qu'on ait des orgasmes mathématiques à travers les puces GPU, ce que je trouve personnellement. Ouais, toutes les théories un peu New Age, ésotériques, tout ça là. Je me demande si c'est pas un peu du Dead Cat, quoi. Si c'est pas du chiffon rouge qu'on agite pour ne pas parler des gains de productivité, des gains de temps, tout simplement, en fait, dont chacun pourrait bénéficier. Ouais. Après, il y a certains experts ou intellectuels qui pensent que vu que c'est une révolution anthropologique, il s'agit d'une forme de concurrence entre religions, entre, comment dire, cosmologie, un peu d'explication du monde. Ouais, bah là, je sais pas trop. Bon, voilà. Ou pas là pour qu'il puisse encore se mouvoir intellectuellement parlant. Écoute une seconde. La prix Nobel de littérature, il y a 5 jours, a avoué « J'arrête la littérature et il faut que je vous dise que mes bouquins, je les écrivais avec l'intelligence artificielle. » Et donc, même quand tu es prix Nobel de littérature aujourd'hui, tu peux écrire tes magnifiques bouquins avec Claude ou ChatGPT. Donc, pour la poésie, c'est de la bibine. Évidemment que l'intelligence artificielle va faire de la poésie mieux que nous, du cinéma mieux que nous, des romans. Ouais, là, pareil, j'irai pas sur ce terrain-là. Moi, j'irai plutôt sur le terrain, par exemple, du fait qu'il y a beaucoup d'artistes, en fait, qui galèrent, qui sont dans la misère. euh, et qui... Alors, il y en a qui utilisent les nouvelles technologies de façon créative, avec des trucs hyper intéressants. Il suffit de voir les émissions de Trax d'Arte, enfin, avec des trucs hyper créatifs. Donc, il y a toujours des utilisations détournées, créatives possibles. Mais il y a aussi beaucoup de gens en fait qui sont pas du tout dans les nouvelles technologies. Euh, et je pense que c'est des prolongements un peu de l'existant aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un petit logiciel et un ordi, on a l'équivalent de studios d'enregistrement hyper techniques qui prenaient une place monstrueuse il y a, je sais pas, 30, 40 ans, 40, même plus, 50 ans. Et donc c'est un prolongement voilà, de tendance actuelle aussi. Par contre, ce dont on ne parle pas, voilà, c'est comment dire, des nouvelles formes de sélection d'artistes. Je prends l'exemple par exemple de la musique, où typiquement dans les années 80, les gens étaient signés par des labels, plutôt des majors. Enfin, plutôt des majors. Pour être connu, c'était plutôt des majors. Aujourd'hui, c'est beaucoup les plateformes de streaming qui peuvent mettre en avant des artistes ou de réseaux sociaux qui peuvent être des tremplins. Donc il y a une modification aussi de, 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 de la valorisation, qu'elle soit, on va dire, réputationnelle ou qu'elle soit en termes d'argent. Et des modèles comme ce qui se fait par exemple en Irlande, où il y a un revenu universel pour tous les artistes, qui est un pays quand même très, on va dire, tech-friendly, puisqu'ils sont quand même vachement exemptés d'impôts. Il y a beaucoup de headquarters, de QG, de grandes organisations là-bas. Bon, mais ça, c'est intéressant, par exemple, le revenu universel pour les artistes. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui seraient quand même
content d'avoir un revenu minimum comme ça voilà. Donc bon, voilà, j'orienterai plutôt le débat sur ce plan-là plutôt que sur le plan de la performance, notamment si on ne juge l'art que par sa technicité, performativité, enfin, la performance technique selon des normes, des canons, des standards, des trucs comme ça. Mais bon, voilà, Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une certaine démission de l'intellect qui se met en place. On l'avait écrit dans le Figaro. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus, n'apprennent plus. Parce que pourquoi se casser le cul un dimanche soir à apprendre 400 pages pour ensuite écrire quoi que ce soit autre? Vous le faites résumer par Claude ou ChatGPT, peu importe. Il vous le fait en 10 pages. Et du coup, aujourd'hui, il y a une véritable En 10 secondes. En 10 secondes, oui. Et aujourd'hui, il y a une véritable fainéantise intellectuelle qui se met en place, ce qui, je pense, est un vrai drame et qu'il va falloir combattre. Parce que les jeunes ne lisent plus. Et avec l'intelligence artificielle, ça va faire que s'accentuer. Et on le voit déjà au collège et à l'université. Le niveau baisse. Ouais, là, moi, je me suis posé la question sur le plan, quelle est la prime à l'intelligence dans nos sociétés? Supposons, j'étudie 10 ans un truc, et puis je vais me rendre compte qu'en fait, que le mec qui a un CAP, là, je sais pas où, en fait, il gagne sa vie 5 fois mieux que moi. Et moi, parce que j'ai participé à des manifestations, le plus civiquement du monde, non seulement je gagne ma vie moins bien que le mec qui a un CAP, mais en plus, bah, en fait, je suis blacklisté, donc je trouve plus de travail. Bon, moi, ça me pose un problème. Mais donc, enfin, on va dire dans le fonctionnement classique de la prime à l'intelligence, il y a des logiques de connivence, de boys club, de politique. Si c'est pas des boys clubs, c'est des political clubs. Et si c'est pas des political clubs, c'est je sais pas, mais enfin des formes de clubs un peu comme ça, où on avance en équipe de rugby ou etc. Où, bon, c'est pas forcément l'intelligence qui est valorisée, mais plutôt des formes de loyauté ou d'obéissance, y compris dans les grandes corporations ou l'État. Ce qui, je pense, participe un peu du- de la démoralisation des jeunes. Et en fait, c'est vrai que l'IA, je me suis posé la question, comment ça viendrait modifier la prime à l'intelligence? Et bon, j'ai pas la réponse, mais ouais, voilà, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Je pense que ça, ouais, ça va poser des questions de fond. Enfin, et encore, ouais, c'est compliqué parce que vu que c'est une boîte noire, tu peux, c'est-à-dire que si les mêmes logiques qui s'appliquent à l'humain, on va dire sociologiquement parlant, c'est-à-dire d'être disqualifié parce qu'on gêne ou parce que on n'a pas les bonnes idées politiques ou voilà, pas la bonne couleur de peau, pas la bonne sexualité, pas la bonne, je sais pas quoi, des formes de disqualification au sens large, hein, ça va pouvoir être du racisme, de l'homophobie, ça pourrait être de la chasse aux sorcières, ça pourrait chasse aux communistes, etc. Ces mêmes logiques, si l'IA devient omniprésente et dont on ne peut plus se passer parce qu'il y a eu de l'accélération et qu'on est tous obligés d'utiliser l'IA, les logiques humaines en fait de sélection pourraient se déployer au sein de ces boîtes noires sans qu'on puisse les observer. C'est-à-dire qu'au sein quand c'est humain, enfin, quand c'est les humains qui sélectionnent avec des logiques bon, qui sont pas parfaites, mais qui sont observables, critiquables politiquement, qui sont critiquables sociologiquement, qui sont critiquables économiquement, qui sont critiquables, voilà, sous plein d'aspects. D'ailleurs, de disciplines que l'extrême droite n'aime pas beaucoup, hein, on est sociologue, on n'en trouve plus beaucoup. Mais effectivement, si ce truc-là, c'est la boîte noire pseudo-parcoursup qui fait de l'eugénisme parmi les gens, qui le fait, avec une centaine de techniciens pour le monde entier, parce que, enfin, peut-être un peu plus, mais bon, pas beaucoup de gens qui ont le tout pouvoir, avec des logiques de boîte noire, mais il n'y a plus personne pour observer et dire ben, ça fonctionne comme ci, comme ci, comme ça, pour critiquer et contester. Éducatif, où des profs sont payés au lance-pierre des roupies de Sansonnet.
Ou ils sont dans des classes surchauffées en été, pas chauffées en hiver, où ils sont 30, 35, 40. Arrête le misérabilisme. Allez, je te lance. Oui. Tu veux un chiffon rouge ou un chiffon vert? Eh ben, je me dis qu'il est urgent de changer les directions du ministère de l'Éducation et du ministère des Universités, qui sont parfois confondus, parfois séparés, selon les périodes. Alors ben là, il nous dit il faut changer le personnel politique, hein, il balance son programme, voilà, mettez-moi des fascistes à la place. Moi, en fait, c'est dans le prolongement de la prime à l'intelligence. Je trouve pas ça normal que les profs, enfin le monde de l'éducation en France soit aussi mal payé. Alors, à deux scales, deux scopes, deux niveaux, euh, par rapport à leurs équivalents à l'étranger, si on prend l'Allemagne, ils ont moins d'heures de travail et ils sont mieux payés en relatif, c'est-à-dire au tarif horaire, mais aussi en absolu, c'est-à-dire en salaire au mois, avec moins d'heures, ils sont mieux payés. Et c'est pareil dans d'autres pays. Donc ça pose quand même vachement de questions. Et bon, on sait qu'en France, c'est parce qu'on veut privilégier le secteur privé en ayant des profs de mauvaise qualité dans le secteur public. Donc ça permet de dégrader volontairement le service public pour que les gens aillent dans le privé. Mais c'est pas du misérabilisme, à mon avis. Bien au contraire. À mon avis, c'est ça l'urgence. Donc de revaloriser les salaires. Et en fait, il y a aussi la question ouais, attirer des. Donc, et oui, ah, voilà. Et par rapport, euh, quand je disais par rapport aux les gens qui font des CAP sont mieux payés, donc ce truc de la prime négative à l'intelligence, ou en tout cas au diplôme, enfin, mais à une certaine forme d'intelligence classiquement, quoi, hein, de la culture, d'être cultivé, d'avoir des diplômes, de connaître le fonctionnement du monde, des choses, des sciences, des arts, etc. Et ben, cette prime négative, à mon avis, il y a quelque chose qui est lié à la perte de souveraineté. C'est-à-dire, avec le numérique, on perd de la souveraineté euh, dans la capacité, dans la fiabilité des données, dans la fiabilité d'un certain nombre de trucs, alors que beaucoup de métiers ou voilà, de métiers manuels, en fait, ne sont pas soumis à ces formes je sais pas si on pourrait dire de la prédation néocoloniale, mais en tout cas ouais, de soumission aux nouveaux maîtres du monde qui sont pas trop en Europe. Et ça pose question. Moi, je vois, en fait, je développe pas dans ces vidéos, mais toute la capacité de coercition, de surveillance, mais aussi d'entrave, en fait, au travail intellectuel euh, su- avec le numérique. Bon, c'est pas l'IA, donc c'est pas automatisé à l'échelle de toute une population, mais quand on cible un individu, c'est très puissant et très déstabilisant, voire handicapant. Ça peut amener à un handicap tellement on est impuissant à même faire des démarches de base. Donc le travail intellectuel, je vous en parle même pas. Et en fait, ce truc-là, à mon avis, voilà, chez l'extrême droite, il y a on dévalorise donc d'un côté le travail intellectuel et tout ce qui est lié culture, nanana, qui aujourd'hui se fait quand même 99% sur des ordinateurs, donc qu'on peut euh, contrôler, coercer, enfin, euh, casser d'une certaine façon, et on va aller valoriser du travail très manuel, très indépendant des ordinateurs, qu'on va déclarer souverain et qui n'a, voilà. Et en fait, ce double, ça fait un effet ciseau un peu, voilà, qui vient, voilà, enfin, en tout cas, voilà, c'est à mettre en perspective avec ce truc du travail manuel pas survalorisé, mais qu'on revalorise au nom d'une forme de souveraineté non déclarée, de mon point de vue. Il y a un peu ce truc. En politique, c'est-à-dire tous ces gamins qui ont été mal formés, à qui on a donné des masters à la mort moelle qui ne servent à rien, ils vont finir chauffeurs Uber et ils vont, jusqu'à ce que les Uber soient automatisés, et ils vont en vouloir à la société. On risque des vrais accidents révolutionnaires aujourd'hui si on ne change pas
radicalement la façon dont l'éducation et l'université sont construits en France. Et Voilà, je le reprends puisqu'il nous a dit précédemment qu'il voulait que les médecins ne soient plus que des clics-boutons qui obéissent à l'IA. Donc en gros, il veut transposer le modèle Uber à la médecine. Donc l'accident de société, en fait, c'est sa vision du monde qui provoque un accident de société. Parce qu'effectivement, être un chauffeur Uber, être payé un jour 5 euros de l'heure et le lendemain 10 euros de l'heure en fonction de l'offre et de la demande, ne pas avoir la main, être obligé d'aller à un point A à un point B sans avoir aucune possibilité de faire un détour sur l'itinéraire parce que la machine décide, même si le client que tu transportes, il te demande s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'arrêter là? Ah non, désolé, l'ordinateur va me mettre une prime négative, etc. Cette aliénation, cette prolétarisation appliquée, c'est pas l'IA, c'est les modèles, les business models qui sont derrière ces grands géants de la tech où il n'y a aucun contre-pouvoir, aucun SAV, aucun mot à dire, ben ça, il veut l'appliquer à tout. Voilà. Et avec le paradigme IA, alors que l'IA en tant que tel, enfin, le traitement du langage en tant que tel, n'a pas un lien, quel qu'il soit, direct avec ces business models et ces nouvelles façons d'employer, de prolétariser les gens. Mais bon, voilà. Et donc, il faut arrêter de dire que c'est les masters à la mort moelle-neu qui sont responsables de ça. Non, c'est pas vrai. Les masters et toutes les filières de l'éducation supérieure, elles permettent de créer du lien humain, de pouvoir s'entraider, de pouvoir compter les uns sur les autres de façon solidaire, de se faire des amis à une période de vie où on est plus enclin à se faire des amis, et on est normalement un peu moins préoccupé, un peu plus l'esprit aussi à étudier, mais aussi à festoyer, et voilà, à créer des liens forts sur lesquels on peut compter plus tard. Et ça, ça n'a pas de prix, c'est irremplaçable. Donc, faut bien voir que tu peux être hyper compétent dans n'importe quel domaine. Si tu es tout seul et que tu n'as personne sur qui compter, tu peux rien faire en fait. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, les filières elles sont irremplaçables. Enfin, n'importe quelle filière de formation en réel est irremplaçable. Après, sur l'éducation, on peut aussi parler des Learning Management Systems, qui n'ont rien à voir avec l'IA, mais qui sont des plateformes qui se développent avec des formes d'architecture de la, enfin, ou du moins la transmission de connaissances est architecturée et pensée en programme, etc. Il y a des trucs très très bien faits. Moi, il y a des trucs que j'ai appris en ligne que je trouve excellents à des prix tout à fait accessibles. De ce point de vue-là, pour avoir côtoyé aussi des gens dans le monde de l'éducation, ouais, je pense qu'il y a des progrès collectifs à faire mais c'est pas directement lié à l'IA, mais on a déjà du retard, disons, dans la façon dont on architecture la transmission de connaissances dans un certain nombre de domaines. Enfin, c'est bon, voilà, c'est du travail. Il faut payer les gens aussi pour qu'ils prennent le temps de les payer convenablement pour qu'il y ait une qualité qui soit au rendez-vous, quoi. Aussi, je pense. Même s'il y a des filières où les gens sont très bien payés, où c'est plein de bullshit aussi, hein, ça, c'est pas, c'est multivariable, mais bon. Tu, tu vois le politique prendre réellement à bras-le-corps la situation à partir de quand? la présidentielle va être un point de rupture. C'est-à-dire, au moment de la présidentielle, on va commencer à parler intelligence artificielle. Les gens vont réclamer des comptes à l'éducation nationale, vont réclamer des comptes au système de formation des professionnels, des adultes, à l'université. Les partenaires sociaux vont commencer à avoir peur. Donc la présidentielle va être un moment de bascule. Et puis Ouais, je sais pas. Vu la façon dont le débat sur l'IA est en train comment dire, de se cristalliser, je pense que ça va être très très flou, puisqu'il y a un mélange d'un peu tout, des LLM, des algos, des plateformes, de l'ésotérisme, de vision apocalyptique d'un côté, de vision complètement fantaisiste et fasciste de l'autre. Donc ouais, je suis pas sûr que le débat va aller dans un sens très rationnel. Mais on verra. Je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Et puis c'est vrai qu'il y a une telle qualité de réponse dans ces outils
que je pense qu'il y a aussi des gens qui vont se rendre compte de la médiocrité, en fait, de, ce que- de tout ce qui passe à la télé, ouais, de la très grande médiocrité. Bon, voilà. Après, le politique, c'est vrai qu'il y a assez peu de politiques qui se prononcent, notamment pour une réduction du temps de travail, vu la capacité de ces technos à faire gagner du temps. C'est dommage. Bon, ben, on verra ce qui se passe pendant la présidentielle. La souveraineté, mais on peut pas parler de tout. Je trouve on a pas mal fait le tour des problèmes intimes, personnels, psychologiques que l'intelligence artificielle va poser. C'est d'ailleurs le cœur du bouquin de Vivre 100 000 ans. C'est-à-dire que comment gérer ce choc, comment ne pas déprimer, comment ne pas être démoralisé, comment s'y adapter, comment adopter nos familles. Puis, L'une des Ouais, voilà, quand je dis comment le débat se cristallise, c'est typiquement justement sur des problématiques personnelles, individuelles, de responsabilité individuelle. On va dire aux gens, soyez des véganes de l'IA, on va accuser des gens de l'utiliser, diaboliser des gens. C'est ce truc très néolibéral finalement de faire reposer la responsabilité de l'usage ou pas de l'outil sur l'individu et pas sur les politiques publiques. Qu'est-ce que ça change sur le point psychologique intime, nanana, alors que pour l'instant on n'a pas le recul scientifique d'études sur ces questions, même si bon, on voit que dans l'éducation aux États-Unis ils veulent des écoles déconnectées, qu'en Chine ils interdisent les écrans et ailleurs aussi, etc. Mais contre l'intelligence artificielle parce que ils ne voient pas très bien quelle pourrait être leur contribution sociale et professionnelle, tellement l'intelligence artificielle progresse plus vite que notre cerveau. Alors, mis à part Gabriel, ouais, après c'est vrai que enfin, sur les contributions, déjà si on pouvait réduire le temps de travail, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient contents. Cependant, c'est vrai que sur toutes les tentatives de régulation en termes de politique publique, par exemple dès qu'il s'agit de Facebook, de réguler ou un truc, ils sortent le truc, bah, dans ce cas on va faire payer nos services. Et en fait, ils contournent quand même assez, déjà de façon très rapide, très réactive, la plupart des tentatives de régulation. Là, j'ai vu qu'aux États-Unis, il y a un décret, je crois, qui a été signé pour sur les changements de modèle des IA, ils aient 30 jours pour valider ou pas des, hum, des nouveaux modèles, mais je crois pas qu'il y ait enfin, qu'il y ait de positionnement sur comment dire, les business models. C'est plutôt, il me semble, sur d'autres enjeux, il me semble. Bon, il faudrait prendre le temps d'aller voir. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu passer, j'ai pas vu, enfin, j'ai vu des propositions de régulation dans le sens de faire diminuer le temps de travail de façon collective, mais j'ai pas vu même au niveau syndical, par exemple, de gens qui s'emparent de ces questions pour dire, bah, écoutez, bon voilà, après, c'est vrai que dans le rapport de force, c'est pas évident. Donc voilà, on va voir.